Il existe un squelette dans une installation de stockage sous le musée national irakien qui n'a pas été examiné par un chercheur indépendant depuis 1968. Pas parce qu'il a été perdu, pas parce qu'il a été endommagé, pas parce que le musée manque de ressources pour le rendre accessible, parce que chaque tentative de le classifier selon la morphologie humaine standard a échoué. Les os ont été découverts en 1928 lors de la fouille du cimetière royal d'Ur par Sir Leonard Woolley, l'une des fouilles archéologiques les plus extensivement documentées de l'histoire mésopotamienne. Ils ont été catalogués sous la référence P-G789. Les inscriptions funéraires identifiaient l'occupant comme Mesquiam Gacher, un roi dont le nom apparaît dans la liste royale sumérienne comme ayant régné avant le grand déluge. L'officier médical de l'expédition enregistra des mesures préliminaires et nota, dans des carnets de terrain qui existent toujours, des proportions squelettiques inhabituelles et une densité osseuse anormale. Les os furent expédiés au British Museum pour une analyse détaillée. L'analyse détaillée ne fut jamais publiée. Ce qui existe à la place, ce sont des mémos internes du musée, dont certains ont refait surface grâce à des demandes d'accès à l'information des décennies plus tard, qui décrivent des difficultés de classification, l'incapacité d'identifier de manière concluante les restes comme appartenant à Homo sapiens et une recommandation de consulter des spécialistes en espèces hominines éteintes. Puis la correspondance s'arrête. Les os furent renvoyés en Irak en 1958. Ils allèrent en stockage. Et l'establishment académique passa à autre chose, comme si le problème avait été résolu plutôt qu'abandonné. Il ne fut pas résolu. Les os ne correspondent pas à Homo sapiens. Ils ne correspondent pas aux Néandertaliens, ils ne correspondent pas aux Dénisoviens, ils ne correspondent à aucune espèce d'hominine connue dans le registre fossile. Ils restent en stockage, catalogués, inexpliqués, et systématiquement tenus à l'écart de la technologie moderne de séquençage d'ADN qui pourrait, en quelques semaines, nous dire définitivement ce qu'ils sont. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ces os sont la découverte archéologique la plus structurellement gênante de l'histoire de la recherche mésopotamienne. Nous allons passer en revue les anomalies physiques en détail, pas la version résumée, les mesures réelles et ce qu'elles signifient lorsqu'on les compare à chaque variation connue de la biologie humaine et hominine. Nous allons examiner la tombe elle-même, qui contient des preuves d'ingénierie et de métallurgie qui ne devraient pas exister à la période où elle a été construite. Nous allons examiner ce que la liste royale sumérienne dit réellement sur Mesquiam Gacher et pourquoi la section prédéluge a été écartée en utilisant une hypothèse que les preuves physiques remettent directement en question. Et nous allons examiner les données ADN, une présentation de conférence de 2015 qui n'a jamais été publiée, dont les diapositives ont été photographiées par des participants et divulguées via des forums académiques décrivant des marqueurs génétiques d'un échantillon d'os mésopotamien qui ne correspondait à aucune lignée humaine connue. Les os sont réels, la tombe est réelle, les mémos sont réels. La présentation ADN est documentée. Ce que ces éléments signifient ensemble est la question qui a été soigneusement évitée depuis près d'un siècle. La liste royale sumérienne est un texte cunéiforme compilé vers 2000 avant notre ère qui catalogue chaque souverain de Sumer depuis ce qu'elle appelle le début de la royauté. Elle divise l'histoire en deux périodes distinctes séparées par un seul événement, avant le déluge et après le déluge. La section post-déluge est globalement cohérente avec ce que l'archéologie peut vérifier indépendamment des règnes de longueur plausible. Des rois dont les noms apparaissent dans d'autres documents, des villes qui correspondent à des sites fouillés. La liste n'est pas une histoire parfaite, mais elle est reconnaissable comme de l'histoire. La section prédéluge est différente. Les rois de cette section régnèrent pendant des dizaines de milliers d'années chacun. Enmenluana régna pendant 43 200 ans. Dumuzid régna pendant 36 000 ans. Les chiffres ne sont pas des approximations poétiques. Ils sont enregistrés avec la même précision administrative que les règnes post-déluge dans le même document, par la même tradition scribale. Les historiens écartent la section prédéluge comme mythologique parce que les durées de vie sont biologiquement impossibles pour les humains. Cette conclusion repose entièrement sur l'hypothèse que les rois prédéluge étaient humains. Mesquiam Gacher apparaît dans la section prédéluge. La liste lui attribue un règne de 324 ans, modeste selon les standards prédéluge, mais tout de même 3 fois la durée de vie humaine maximale. Il est nommé à la fois roi et grand prêtre, un double titre qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la liste royale. Et la description de sa fin par le texte n'utilise aucune des formules sumériennes standards pour la mort ou l'enterrement. Il dit qu'il entra dans la mer et monta vers les montagnes. Ce n'est pas ainsi que les scribes sumériens décrivaient la mort d'un roi. C'est ainsi qu'ils décrivaient un départ.
La tombe que l'équipe de Woolley a trouvée en 1928 appartient à une figure dont les propres registres de civilisation le décrivaient comme autre chose qu'un roi humain ordinaire. Ce qui était à l'intérieur de cette tombe ne fit rien pour simplifier la question. Le cimetière royal d'Ur contenait des dizaines de sépultures de la période dynastique archaïque. Woolley les fouilla systématiquement entre 1922 et 1934, documentant des objets funéraires élaborés, des preuves de sacrifices humains massifs, des serviteurs enterrés vivants avec leur maître, et une qualité de construction reflétant les ressources d'une classe dirigeante puissante. La sépulture PG 789 se démarqua dès le début. Elle était située plus profondément que les tombes royales environnantes, nécessitant d'une fouille à travers des couches stratigraphiques qui précédaient les autres sépultures de ce que le géologue de l'expédition estima à plusieurs siècles. Quoi que ce soit qui était enterré là avait été enterré avant le cimetière royal qui l'entourait. Il n'appartenait pas au même moment culturel que les tombes au-dessus de lui. Le matériau de construction était incorrect. Chaque autre tombe royale du cimetière utilisait de la pierre et des briques d'approvisionnement locales cohérentes avec la pratique de construction mésopotamienne de la période. PG 789 était construite à partir d'un type de pierre qui n'existe nulle part dans la géologie locale. Les sources les plus proches, sur la base de l'analyse de composition minérale effectuée dans les années 1930, se trouvaient à des centaines de kilomètres au minimum. Transporter cette quantité de pierre taillée avec précision vers un site funéraire dans ce qui est supposément une civilisation primitive et logistiquement limitée soulève des questions auxquelles le cadre archéologique standard ne répond pas. Le mécanisme de scellement était incorrect. La chambre funéraire était fermée par une porte de pierre qui ne pouvait être ouverte qu'en manipulant des leviers à contrepoids cachés dans une séquence spécifique. Un mécanisme nécessitant une compréhension sophistiquée de la distribution du poids, de l'avantage mécanique et de l'ingénierie dissimulée. Les principes d'ingénierie impliqués n'apparaissent pas dans le registre archéologique mésopotamien avant encore 1000 ans selon la chronologie standard. L'écriture sur les murs de la chambre était incorrecte. Les inscriptions utilisaient un script antérieur au cunéiforme avec des symboles qui ne recoupaient que partiellement l'écriture sumérienne ultérieure. Certains de ces symboles n'ont jamais été traduits avec succès. Ils n'apparaissent nulle part ailleurs dans le registre archéologique, ni dans d'autres tombes, ni dans des tablettes, ni dans aucun autre contexte mésopotamien fouillé. C'est comme si cette tombe utilisait un système d'écriture qui n'existait qu'ici et qui fut abandonné ou perdu immédiatement après la mort de ce roi. La position du squelette était incorrecte. Chaque autre sépulture royale du cimetière avait l'occupant allongé au repos, une posture funéraire mésopotamienne standard cohérente à travers des centaines de sépultures documentées. L'occupant de PG 789 était assis droit, faisant face précisément à l'est, orienté vers le point où le soleil se lève à l'équinoxe de printemps. Les mains étaient positionnées dans un geste spécifique, les deux bras tendus avec les paumes vers l'extérieur, qui n'apparaît pas dans les contextes funéraires royaux dans tout le registre mésopotamien. Il apparaît plus tard, dans l'art religieux sumérien, comme la posture attribuée spécifiquement aux êtres divins communiquant avec les humains. Les artefacts entourant le squelette étaient incorrects de manière qui se cumulaient plutôt que de se résoudre en une explication cohérente. Des alliages métalliques avec des compositions en éléments traces, des concentrations de titane et de chrome qui nécessitent des techniques de fusion opérant à des températures et avec des procédés qui dépassent les capacités métallurgiques de l'âge du bronze. Des récipients en céramique avec un glaçage cristallin qu'aucune autre poterie sumérienne ne présente, nécessitant des températures de four que les fours standards de l'âge du bronze ne pouvaient pas atteindre. Des outils d'une précision géométrique dont le but reste non identifié après un siècle d'analyse, dont les tolérances de construction suggèrent un usinage plutôt qu'un travail manuel. Chacune de ces anomalies a individuellement une explication. Des biens commerciaux exotiques, des artisans exceptionnels, des variations régionales de technique. Le problème est qu'elles sont toutes dans la même tombe, accompagnant le même squelette, qui est lui-même l'élément le plus anormal de tout ce que PG 789 contenait. Le squelette fut reconstruit par l'officier médical de l'expédition, le docteur H.R. Hall, lors de l'examen initial du site. Ces carnets de terrain enregistrent une hauteur d'environ 240 cm. 2,40 m. Une hauteur exceptionnelle seule n'est pas biologiquement impossible. Le gigantisme causé par un dysfonctionnement de la glande pituitaire se produit chez les humains modernes. Robert Wadlow, l'humain le plus grand confirmé dans les records modernes, atteignit 272 cm. Donc, la mesure de hauteur, à elle seule, ne nécessite pas une explication en dehors de la variation humaine. Mais les proportions étaient incorrectes pour le gigantisme humain. Chez les humains, le rapport de la longueur du fémur à la longueur du tibia reste constant sur toute la gamme de variations de hauteur, y compris dans les cas de gigantisme pituitaire.
C'est l'une des mesures les plus fiables en anthropologie médico-légale précisément parce qu'elle ne change pas avec la taille globale du corps. Le rapport fémur-tibia dans PG 789 était en dehors de la plage humaine normale. Les tibias étaient de plus longs par rapport au fémur que ce que l'anatomie humaine produit dans toutes les conditions documentées. La biomécanique du mouvement pour un squelette avec ses proportions aurait été fondamentalement différente de la locomotion humaine, une foulée plus longue, une distribution d'équilibre différente, des exigences d'attache musculaire différentes. Le crâne était disproportionnellement grand, même en tenant compte de la taille du corps. Cela seul n'est pas inhabituel, la taille du crâne évolue avec la taille du corps d'une espèce à l'autre. Ce qui était inhabituel, c'était la capacité crânienne. L'estimation du Dr Hall, en utilisant les méthodes de mesure disponibles dans les années 1920, la plaçait à environ 1900 cm3. Les humains modernes ont en moyenne entre 1000, 300 et 1500 cm3. Les néandertaliens, fréquemment cités comme ayant de grands cerveaux par rapport à leur taille corporelle, avaient en moyenne entre 1500 et 1600 cm3. Le crâne de PG 789 dépassait les deux par une marge significative, et les dépassait proportionnellement, pas seulement en termes absolus, ce qui signifie que la boîte crânienne était grande même par rapport au corps déjà grand. La forme crânienne était allongée d'une manière qui n'est pas cohérente avec la déformation crânienne artificielle. La déformation crânienne délibérée, pratiquée dans plusieurs cultures anciennes, produit un allongement avec des caractéristiques spécifiques, des schémas de fusion des sutures anormaux, un amincissement osseux dans les zones déformées, un développement asymétrique. Les schémas de suture et le développement osseux dans le crâne de PG 789 indiquaient une croissance naturelle. C'est ainsi que le crâne avait poussé, pas ainsi qu'il avait été façonné. La densité osseuse était d'environ 30% supérieure à la moyenne humaine normale, mesurée en comparant la densité spécifique des échantillons osseux avec du matériel de référence humain connu. Cela a des implications structurelles au-delà de la mesure elle-même. Des os 30% plus denses nécessiteraient une musculature significativement plus puissante pour les déplacer. Un organisme, avec cette structure squelettique, aurait été substantiellement plus fort qu'un humain de taille équivalente et aurait nécessité un apport calorique substantiellement plus important pour entretenir cette musculature. La colonne vertébrale avait 6 vertèbres lombaires au lieu des 5 de la norme humaine. Une variation à 6 vertèbres occasionnelle se produit chez les humains, ce n'est pas inconnu. Mais pris ensemble avec tout le reste, cela formait un schéma plutôt qu'une variation isolée. Le nombre de côtes était de 13 paires au lieu de 12. Encore une fois, une rare variation humaine existe, mais c'était la 4e mesure squelettique en dehors de la plage humaine normale chez le même individu. La structure pelvienne indiquait un angle d'attache du fémur différent de celui que produit l'anatomie humaine, cohérent avec l'anomalie du rapport fémur-tibia, confirmant que la différence dans la mécanique de la locomotion était systémique plutôt qu'isolée à une seule mesure. Le Dr Hall documenta tout cela dans des carnets de terrain et des rapports préliminaires, puis les os furent expédiés à Londres. Au British Museum, des anthropologues physiques les examinèrent et tentèrent de les classer dans la variation humaine connue. L'analyse détaillée de cet examen ne fut jamais publiée. Ce qui existe, ce sont des mémos internes. Un mémo de 1933 décrit les os comme présentant des difficultés de classification. Un mémo de 1936 déclare que les restes ne peuvent pas être identifiés de manière concluante comme appartenant à Homo sapiens sur la base des critères morphologiques disponibles. Un mémo de 1947 recommande de consulter des spécialistes en espèces hominines éteintes. Aucune telle consultation ne produisit de résultats publiés. Les os furent tout simplement stockés. Lorsque l'Irak demanda le retour de ces artefacts dans les années 1950, le contenu de PG 789 fut inclus dans l'expédition. Ils arrivèrent à Bagdad, entrèrent dans le système de stockage du Musée national irakien et disparurent totalement de la discussion académique. Non pas parce que quelqu'un avait conclu qu'il n'y avait rien d'inhabituel à leur sujet, parce que personne ne pouvait expliquer ce qui était inhabituel à leur sujet, et parce qu'expliquer cela aurait nécessité une conclusion que le cadre institutionnel n'était pas prêt à accommoder. La liste royale sumérienne décrit Meskiam-Gacher comme le fils du dieu soleil Utu et fondateur de la première dynastie d'Uruk, la dynastie qui produisit Gilgamesh, dont l'épopée est l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'histoire humaine. Interprétation standard, mythologie. Un roi réclamant une descendance divine pour légitimer son autorité, comme les dirigeants anciens le faisaient constamment. Les durées de règne impossibles sont une exagération poétique. La section prédéluge dans son ensemble est traitée comme la manière des Sumériens de décrire une période fondatrice légendaire avant le début de leur histoire enregistrée. Cette interprétation est défendable. Elle est aussi entièrement circulaire. La section prédéluge de la liste royale est interprétée comme mythologique parce que les durées de règne sont impossibles pour les humains.
Les durées de règne sont impossibles pour les humains parce que nous supposons que les rois pré-déluge étaient humains. Nous supposons qu'ils étaient humains parce que nous interprétons la section pré-déluge comme mythologique. Les preuves physiques de PG 789 brisent ce cercle. Si les os dans cette tombe représentent une espèce biologiquement distincte de Homo sapiens, une espèce avec une longévité significativement plus grande, une physiologie différente et une capacité cognitive plus élevée basée sur le volume crânien, alors les durées de règne pré-déluge ne sont pas le problème. L'hypothèse qu'elles s'appliquent à la biologie humaine est le problème. Les textes sumériens eux-mêmes ne décrivent pas les Anunnaki comme des êtres divins métaphoriques de la manière dont les traditions religieuses ultérieures ont développé le concept de Dieu comme entité surnaturelle sans présence physique. Les Anunnaki dans les textes sumériens mangent, dorment, voyagent, se disputent, prennent des décisions ayant des conséquences, s'accouplent avec des humains et produisent une progéniture. Ils sont physiquement présents en Mésopotamie. Ils enseignent la métallurgie, l'agriculture, l'écriture et le droit. Ils règnent comme rois. La lecture standard, que c'est une mythologie religieuse sur des forces divines invisibles données sous forme narrative, nécessite d'ignorer systématiquement le contenu littéral des textes en faveur d'une superposition interprétative qui a été développée par des chercheurs travaillant à partir de l'hypothèse qu'aucun tel être ne pouvait avoir physiquement existé. Le squelette de PG 789 ne confirme pas que les Anunnaki étaient réels. Mais il confirme que la tombe d'un roi pré-déluge identifié par son nom dans la liste royale contenait des restes physiques qui ne correspondent à aucune espèce humaine ou hominine connue. Et il confirme que la réponse institutionnelle à cette découverte a été de stocker les restes plutôt que de publier l'analyse. Qu'aurait nécessité la publication de l'analyse ? Elle aurait nécessité de déclarer dans un article révisé par des pairs sous une affiliation institutionnelle que des os excavés d'une tombe royale sumérienne ne peuvent pas être classés comme appartenant à Homo sapiens ou à toute hominine connue, et que l'échec de classification n'est pas dû à une erreur de mesure ou à des problèmes de conservation, mais à une anomalie morphologique réelle à travers plusieurs mesures indépendantes. Cet article n'a jamais été rédigé, non pas parce que les données n'existent pas, parce que le rédiger nécessiterait de répondre à la question de suivi que personne dans le domaine ne veut être enregistré comme ayant répondu. En 2015, une équipe de recherche de plusieurs universités européennes menait une étude sur les anciens mouvements de population au Proche-Orient. La méthodologie était standard, extraire de l'ADN d'échantillons d'eau mésopotamiens conservés dans des collections muséales, séquencer les génomes, cartographier la génétique des populations de l'ancien Proche-Orient. Le type d'étude, qui produisait des résultats publiables depuis plus d'une décennie à mesure que la technologie d'ADN ancien mûrissait. Ils signalèrent des résultats hautement inhabituels provenant d'un échantillon. La recherche fut présentée lors d'une conférence académique spécialisée sur l'ADN ancien tenue à Leipzig en Allemagne. L'article complet fut soumis pour révision par des pairs à une grande revue. Il ne fut jamais publié. L'équipe de recherche se tut par la suite. Pas d'études de suivi, pas de tentative de réplication, pas d'explication publique de l'arrêt des travaux. Ce qui existe, ce sont des photographies des diapositives de la présentation de conférences prises par des participants et diffusées via des forums académiques avant que la présentation ne soit retirée des archives publiques de la conférence. Les diapositives décrivent un génome qui ne correspondait à aucune population humaine moderne ni à aucun échantillon d'ADN ancien dans les bases de données existantes à cette époque. L'aplogroupe du chromosome Y n'était pas une variante d'un haplogroupe humain connu. C'était une branche entièrement séparée qui nécessiterait une divergence de l'arbre du chromosome Y humain à un point antérieur à tout éclatement actuellement documenté entre les populations humaines, antérieur à la divergence entre les néandertaliens et les humains modernes, antérieur à la branche dénisovienne. Une lignée qui, si les données étaient exactes, avait été séparée de la lignée humaine plus longtemps que toute espèce que nous classons actuellement comme faisant partie de la famille humaine. L'ADN mitochondrial contenait des séquences non trouvées chez les humains modernes, les néandertaliens ou les dénisoviens. Des différences spécifiques de paires de bases dans les régions hypervariables utilisées pour suivre les lignées maternelles, des différences qui n'étaient pas du bruit ou des artefacts de dégradation, mais des schémas cohérents apparaissant dans toutes les régions séquencées. L'ADN nucléaire montrait des arrangements chromosomiques qui ne correspondaient pas au karyotype humain, pas des réarrangements des chromosomes humains. Des arrangements différents dans des positions où les humains ont des séquences de géniques spécifiques. La première conclusion des chercheurs fut la contamination. C'est toujours la première conclusion quand les résultats n'ont pas de sens. L'échantillon devait avoir été contaminé par du matériel génétique inconnu lors de la fouille, du stockage ou de la manipulation en laboratoire. Mais la contamination ne produit pas de séquences génétiques cohérentes. La contamination introduit du bruit, des insertions aléatoires, des séquences partielles, des fragments dégradés qui créent des lacunes et des incohérences dans toutes les données.
Ce que les diapositives de Leipzig montraient était un génome complet, cohérent en interne tout au long, inhabituel dans chaque marqueur d'aplogroupe testé, mais cohérent d'une manière qui indiquait un organisme biologique fonctionnel avec sa propre structure génétique cohérente. Pas un échantillon humain contaminé par du matériel inconnu. Un échantillon non humain produisant des résultats propres, complets, cohérents en interne. Chaque marqueur qu'ils testèrent renvoya le même message. Ce n'est pas de l'ADN humain, mais c'est de l'ADN organisé provenant d'un organisme complexe. Les diapositives n'identifient pas la source de l'échantillon. L'équipe n'a pas nommé quel os spécifique de quel site spécifique a produit ces résultats. Mais le calendrier de la présentation de la conférence s'aligne avec des demandes documentées faites par des chercheurs pour examiner du matériel du Musée national irakien. Et les caractéristiques décrites, génome non humain complet provenant d'un échantillon d'os mésopotamien, correspondent à ce qu'on attendrait d'une analyse ADN du squelette PG 789 si c'est ce que les carnets de terrain de 1928 suggèrent qu'il pourrait être. Le lien est circonstanciel. Les diapositives ne disent pas PG 789, mais l'équipe de recherche s'est tue. L'article n'a jamais été publié. Et le schéma, preuves mésopotamiennes anomales, documentation qui existe mais n'est pas accessible, silence institutionnel plutôt que réfutation, est le même schéma qui entoure ces os depuis 1928. Considérez ce que cela signifierait si le squelette de P G789 est ce que les preuves morphologiques suggèrent qu'il pourrait être. Cela signifierait que la section prédéluge de la liste royale sumérienne n'est pas de la mythologie. C'est un registre de souverains d'une espèce biologiquement distincte qui a précédé et chevauché la civilisation humaine en Mésopotamie. Les durées de règne impossiblement longues ne sont pas une exagération poétique. Ce sont des registres précis des durées de vie d'organismes qui ne partageaient pas les limites biologiques humaines. Cela signifierait que les textes des Anunnaki, les récits sumériens d'êtres venus d'ailleurs, établissant une présence physique en Mésopotamie, enseignant aux humains les technologies de la civilisation, s'accouplant avec des populations humaines et finalement partant, ne sont pas de la mythologie religieuse au sens où la mythologie est comprise comme un récit inventé. Ce sont des documentations historiques utilisant le cadre conceptuel disponible aux personnes qui les enregistraient. Cela signifierait que l'apparition soudaine dans le registre archéologique mésopotamien de la métallurgie avancée, de l'astronomie sophistiquée, de systèmes administratifs complexes et d'une architecture monumentale sans précurseurs développementaux clairs n'est pas une anomalie nécessitant une explication spéciale. C'est le résultat attendu d'un transfert de connaissances d'une espèce technologiquement avancée vers une espèce moins avancée. Cela signifierait que le schéma mondial des mythes du déluge, sumérien, babylonien, biblique, grec, hindou, chinois, mésoaméricain, qui décrivent tous un événement catastrophique séparant une préhistoire légendaire de l'histoire enregistrée, pourrait préserver le souvenir d'une véritable transition. Pas nécessairement un déluge mondial au sens littéral, mais un véritable événement qui a marqué la fin d'une période et le début d'une autre. La liste royale décrit ce moment comme celui où les souverains pré-déluge, les longévifs, les biologiquement différents, furent remplacés par des rois avec des durées de vie humaines. C'est l'interprétation que le cadre institutionnel de l'archéologie et de l'anthropologie ne peut pas accommoder, non pas parce qu'elle manque de preuves, parce qu'elle nécessite de repartir de zéro. Le modèle développemental entier de la civilisation humaine, âge de pierre à âge du bronze à la civilisation, les humains apprenant et innovant de manière indépendante, des contacts occasionnels entre cultures produisant un transfert de technologie, suppose que l'intelligence qui conduisait ce développement était entièrement humaine. Supprimer cette hypothèse et le domaine perd sa base explicative. Ce n'est pas une raison scientifique de supprimer des preuves, mais c'est une raison institutionnelle compréhensible pour laquelle les preuves qui remettent en question les fondements ont tendance à être stockées plutôt qu'étudiées, classées plutôt que publiées et qualifiées de préoccupations de conservation plutôt que rendues disponibles pour une analyse moderne. Les os de Mesquiam Gacher se trouvent, selon les registres officiels, actuellement en stockage au Musée national irakien. Les demandes de chercheurs pour les examiner ont été refusées pour des raisons de préoccupation de conservation. Les conditions de stockage ne sont pas adéquates pour la manipulation. L'accès sera accordé lorsque des installations appropriées seront disponibles. Cet accès est en attente depuis les années 1960. Voici ce qui existe indépendamment de toute interprétation. Un squelette a été excavé d'une tombe royale sumérienne en 1928. L'officier médical de l'expédition a enregistré des mesures physiques spécifiques à travers plusieurs caractéristiques squelettiques: hauteur, capacité crânienne, densité osseuse, rapport fémur-tibia, nombre de vertèbres, nombre de côtes, angle pelvien, qui tombent en dehors de la plage normale pour Homo sapiens. Les mesures ont été documentées dans des carnets de terrain qui existent toujours. Les anomalies ne sont pas de subtiles variations. Elles forment un schéma cohérent à travers des mesures indépendantes pointant dans la même direction.
Les anthropologues physiques du British Museum ont examiné les os et produit une correspondance interne, maintenant partiellement publique grâce à des demandes d'accès à l'information, déclarant explicitement que les restes ne peuvent pas être identifiés de manière concluante comme appartenant à Homo sapiens. Aucun article publié n'a résulté de cet examen, aucun article publié n'a résulté d'aucun examen de ces os dans les presque 100 ans depuis leur découverte. Les os ont été transférés au Musée national irakien où ils ont été inaccessibles aux chercheurs indépendants depuis plus de 50 ans. Une présentation de conférence à Leipzig en 2015, documentée par les photographies des diapositives prises par des participants, a décrit de l'ADN provenant d'un échantillon d'os mésopotamien qui ne correspondait à aucun génome humain ou hominine connu, complet, cohérent en interne et entièrement en dehors de la famille génétique humaine. L'article n'a jamais été publié. L'équipe de recherche a cessé d'y travailler. Rien de tout cela ne prouve ce que sont les os. Les mesures morphologiques pourraient, théoriquement, représenter une variation humaine extrême avec plusieurs anomalies simultanées chez le même individu. Les résultats ADN pourraient représenter un scénario de contamination plus sophistiqué que ce que les artefacts de contamination standard produisent. Le silence institutionnel pourrait refléter un dysfonctionnement plutôt qu'une suppression. Mais voici la chose avec la technologie moderne de séquençage d'ADN. Elle résoudrait chacune de ces questions en quelques semaines. Un seul échantillon osseux de PG 789, analysé avec la méthodologie actuelle d'ADN ancien, produirait un génome qui s'inscrit soit dans la famille humaine connue, soit non. La réponse serait définitive. Les os existent, la technologie existe. La seule chose qui empêche une réponse définitive est l'accès. Et l'accès est en attente depuis les années 1960. Les questions restent sans réponse, non pas parce qu'elles ne peuvent pas être répondues, parce que les réponses pourraient nécessiter trop de changements. La prochaine fois que vous lirez que la section prédéluge de la liste royale sumérienne et de la mythologie, demandez sur quelle preuve cette interprétation est basée. La réponse est « les durées de règne sont impossibles pour les humains ». Donc, les rois prédéluges n'étaient pas réels. Donc, les durées de règne n'ont pas d'importance. Ce n'est pas une preuve, c'est un cercle fermé maintenu par une hypothèse que le registre physique de P, G789, remet directement en question. Les os ne correspondent pas à Homo sapiens. C'est documenté dans la correspondance interne du British Museum de chercheurs qui les ont examinés. C'est documenté dans les carnets de terrain de la fouille. C'est cohérent avec ce qu'une présentation de conférence ADN de 2015, jamais publiée, jamais réfutée, simplement abandonnée, a décrit à partir d'un échantillon d'os mésopotamien. La réponse institutionnelle à tout cela a été le stockage, le silence. Des préoccupations de conservation qui ont d'une manière ou d'une autre persisté pendant 60 ans sans résolution. Si vous voulez suivre là où cela mène, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous couvrons la tablette d'Atrahasis qui décrit en détail technique le processus utilisé pour créer des travailleurs humains à partir d'une combinaison de substrats hominines existants et d'une source biologique plus avancée. Et une étude de génétique publiée en avril 2026 qui a trouvé exactement le schéma de mélange de populations multisources dans l'ADN humain ancien que la tablette dit avoir été utilisée pour nous produire. La vidéo à l'écran en ce moment couvre la deuxième lune enregistrée par les astronomes sumériens en 2094 avant notre ère. Des mesures orbitales suffisamment précises pour être modélisées dans un logiciel moderne. 5 civilisations enregistrant indépendamment le même événement et la simulation qui montre à quel point cette nuit-là a failli tout terminer. Regardez-la ensuite.